La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté mercredi à Mexico, l'un des plus grands événements sportifs de l'histoire de l'humanité. 48 équipes, 104 matchs, un public mondial estimé à 6 milliards de téléspectateurs. Ce devait être le moment où les États-Unis prouvaient qu'ils étaient encore capables d'accueillir le monde. Et quelques jours après le coup d'envoi, le monde regarde, oui, mais pas depuis l'intérieur des stades, ni depuis l'intérieur des hôtels. Commençons par les hôtels, parce que c'est là que l'écart entre ce qui avait été promis et ce qui se passe réellement devient impossible à ignorer. 80% des hôtels dans les 11 villes hautes américaines enregistrent des réservations inférieures aux prévisions. Et quand je dis inférieures aux prévisions, je ne parle pas d'un léger décalage. Je parle d'un recul structurel, important, visible. L'American Hotel and Lodging Association a interrogé plus de 200 établissements à travers le pays et a constaté que la majorité d'entre eux décrivaient le tournoi comme, je cite, un non-événement. Cette formule, non-événement, n'est pas employée à la légère dans le secteur de l'hôtellerie. C'est un terme précis, réservé aux situations où un méga-événement génère moins d'activité qu'une semaine d'été parfaitement ordinaire. Pas moins que prévu, moins que rien, moins que le niveau de référence. Arlington, au Texas, qui accueille plus de matchs de Coupe du Monde que toute autre ville américaine, avec des rencontres disputées à l'AT et T Stadium, a publiquement reconnu une demande plus faible que prévue presque immédiatement après le début du tournoi. Le président du Bureau des congrès et du tourisme d'Arlington a cité le sentiment anti-américain comme l'un des facteurs contribuant à ce manque à gagner. C'est une déclaration remarquable de la part d'un responsable municipal du tourisme. Cela signifie que le problème n'est pas logistique, il est politique. Des hôtels de Dallas et de Philadelphie, qui avaient augmenté leurs tarifs de nuit de 300% en prévision d'un boom unique en une génération, se retrouvent désormais avec des chambres vides et casquent les prix en dessous de ce qu'ils auraient facturé lors d'un week-end de juin tout à fait normal. Ce n'est pas un simple ajustement de recettes. C'est le renversement complet d'une stratégie financière sur laquelle ces entreprises avaient bâti tout leur été. Mais c'est ici que la situation devient encore plus grave, car la FIFA elle-même a rendu le problème beaucoup plus difficile à résoudre. Dans les semaines précédant le tournoi, la FIFA a discrètement activé des clauses de retrait enfouies dans ses contrats hôteliers et annulé des milliers de réservations de blocs de chambres dans plusieurs villes hôtes, notamment Dallas, Philadelphie et Arlington. Ce que la FIFA avait fait, c'était verrouiller d'immenses volumes de chambres des mois à l'avance. Cette manœuvre a créé un signal artificiel de demande sur l'ensemble du marché. Les hôtels, voyant ces blocs réservés, ont refusé d'autres clients et augmenté leurs prix pour les aligner sur ce qu'ils pensaient tend être un pic de demande. Puis, la FIFA a annulé. Un porte-parole de la FIFA a décrit cela comme, je cite, un ajustement des blocs de chambres conformément au délai contractuellement convenu. Les hôtels y ont vu une manœuvre de dupe. Jusqu'à 70% des chambres que la FIFA avait réservées à Boston, Dallas, Los Angeles, Philadelphie et Seattle ont été annulées, selon l'American Hotel and Lodging Association. Des commerçants locaux, qui avaient construit tout leur modèle de revenus estivaux autour du tourisme de la Coupe du Monde, contemplent désormais des halls vides, des réservations annulées et un été qui se révèle activement moins bon que si le tournoi n'était jamais venu dans leur ville. Et les hôtels vides ne sont pas la seule histoire. L'expérience des supporters sur le terrain confirme ce que les données de réservation suggérèrent déjà. Le Council on Foreign Relations a publié cette semaine 2 analyses distinctes, l'une consacrée aux tensions géopolitiques entourant le tournoi, l'autre aux sièges vides dans les stades, et les deux aboutissent à la même conclusion. Ce tournoi ne ressemble pas à une célébration de l'unité mondiale. Il ressemble à une opération de sécurité avec du football en arrière-plan. Les médias internationaux qui couvrent la Coupe du Monde sur place rapportent que l'atmosphère autour des stades évoque moins une fête sportive qu'un événement gouvernemental sous haute sécurité. Des rues fermées, des stationnements interdits sur plusieurs pâtés de maisons dans toutes les directions, des périmètres entiers bouclés derrière des barrières et des points de contrôle, du personnel armé visible à chaque entrée. Les supporters qui ont effectivement réussi à se rendre aux États-Unis doivent naviguer dans un système frontalier et migratoire qui n'a, de toute évidence, pas été conçu pour l'événement sportif international le plus complexe jamais organisé dans l'histoire de l'humanité. Imaginez ce que cela donne concrètement. 48 équipes se déplacent simultanément à travers 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique.
Les supporters qui suivent leur sélection affrontent un labyrinthe mouvant d'exigences de visa, de contrôles douaniers et de vérifications migratoires qui changent non seulement selon le pays dans lequel ils entrent, mais aussi selon celui qu'ils quittent et le passeport qu'ils portent. La charge logistique imposée aux voyageurs internationaux ne ressemble à rien de ce qu'on a vu lors d'une précédente Coupe du Monde. La dimension politique de tout cela n'est pas restée en arrière-plan. Elle est arrivée directement aux portes des stades. D'importantes manifestations ont éclaté devant le SoFi Stadium de Los Angeles avant les premiers matchs impliquant l'équipe des États-Unis. Les manifestants se sont rassemblés pour s'opposer autour de l'implication militaire américaine au Moyen-Orient, de la politique d'application des lois migratoires et de la question plus large de savoir si une nation actuellement engagée dans un conflit militaire actif devrait accueillir un événement que la FIFA elle-même présente comme une célébration de la paix et de l'unité. Amnesty International a publié un rapport officiel décrivant l'environnement d'accueil aux États-Unis comme une urgence en matière de droits humains, caractérisée par des politiques abusives d'application des lois migratoires, de sévères restrictions à la liberté de réunion et une discrimination institutionnelle contre les communautés LGBTQ. Le langage est direct, précis et il n'est pas sorti de nulle part. Human Rights Watch tirait déjà la sonnette d'alarme depuis des mois avant le début du tournoi. En avril, l'organisation a publié un guide de 79 pages destiné aux journalistes, documentant la situation des droits humains dans les 3 pays hôtes, la partie consacrée aux États-Unis contenant les mises en garde les plus sévères. HRW a relevé qu'entre janvier et mars de l'an dernier, l'ICE avait arrêté au moins 167 000 personnes dans les 11 villes, hôtes américaines et leurs environs. 167 000 arrestations dans les quartiers où arrivent désormais les touristes de la Coupe du Monde avec leurs écharpes et leurs drapeaux. HRW a également documenté le cas de Mario Guevara, journaliste lauréat d'un Emmy Award arrêté à Atlanta, une ville hôte de la Coupe du Monde, alors qu'il filmait une manifestation politique, puis transféré sous la garde de l'ICE et expulsé vers le Salvador. En mars de cette année, la journaliste Estefany Rodriguez, qui couvrait les raids migratoires de l'ICE, aurait été arrêtée sans que les agents présentent de mandat. Ce ne sont pas des préoccupations abstraites en matière de droits humains. Ce sont des incidents documentés survenus dans les villes mêmes qui accueillent aujourd'hui le football mondial. Les politiques migratoires de l'administration Trump ont projeté une longue ombre sur l'ensemble du tournoi. En janvier, l'administration a suspendu le traitement des visas d'immigrants pour les ressortissants de 75 pays, une mesure qui, même si elle concernait techniquement les visas d'immigrants et non les visas touristiques, a envoyé un signal clair à la communauté internationale. Près de 17 000 détenteurs de billets auraient annulé leur projet de voyage en réaction directe. Un diplomate a publiquement annulé ses billets pour la Coupe du Monde en signe de protestation, déclarant que les États-Unis n'étaient pas sûrs pour les visiteurs internationaux dans le climat actuel d'application des lois. C'est là que les sièges vides commencent à prendre tout leur sens comme données et non comme anomalies. La FIFA a officiellement annoncé une affluence de 44 985 spectateurs au stade de Guadalajara pour l'un des premiers matchs de phase de groupe, soit un peu moins de 700 sièges de moins que la capacité affichée de l'enceinte, qui est de 45 664 places. Mais les photos circulant depuis l'intérieur du stade racontaient une autre histoire. Des rangées visibles de sièges vides dans plusieurs sections. L'écart entre les chiffres officiels d'affluence et la réalité visible dans les tribunes est devenu l'une des controverses récurrentes du début du tournoi. Supporters, journalistes et utilisateurs des réseaux sociaux s'interrogeant sur la manière dont la FIFA compte et communique les chiffres de fréquentation. Les prix des billets sur le marché de la revente, qui augmentent généralement fortement à l'approche d'un grand tournoi lorsque les premiers matchs affichent complète, baissaient en réalité tout au long du mois de mai. La FIFA a ensuite mis en vente des lots supplémentaires de dernière minute, apparemment pour masquer l'ampleur de l'offre invendue. Selon une enquête du Financial Times, les revendeurs sur les plateformes secondaires peinaient à écouler leur stock. Pour les rencontres de phase de groupe les moins demandées, les billets du marché secondaire tombaient parfois jusqu'à $200, un chiffre qui traduit non seulement une demande en baisse, mais aussi l'effondrement de la prime spéculative qui gonfle habituellement le marché des billets de Coupe du Monde dans les semaines précédant le coup d'envoi. Pour donner un ordre de grandeur, les prix de revente atteignaient au printemps des sommets extraordinaires. Des billets pour le match d'ouverture du 11 juin à l'Estadio Azteca de Mexico étaient affichés sur certaines plateformes à $77 000.
Viagogo proposait des billets haut de gamme pour le match d'ouverture à plus de 56 000 $ l'unité. En juin, le marché secondaire de nombreux matchs de phase de groupes organisés aux États-Unis s'était effondré à une fraction de ses projections. Les chiffres qui soutenaient en la promesse économique de ce tournoi commencent à paraître de plus en plus fragiles. La FIFA prévoyait initialement 1 240 000 visiteurs internationaux aux États-Unis et un impact économique total de 30 milliards de dollars dans les 3 pays hôtes. Ce chiffre constituait le socle marketing de toute l'opération américaine depuis l'attribution de la candidature. Mais Deutsche Bank a publié en juin de cette année une note de recherche indiquant que, même si la projection complète de la FIFA, 1 200 000 supporters internationaux en Amérique du Nord, se réalisait, le coup de pouce à l'économie américaine représenterait environ 0,05% du P1B. Une impulsion temporaire, marginale et largement invisible à l'échelle d'une économie de 28 000 milliards de dollars. Oxford Economics a évalué l'impact économique direct attendu pour les villes hôtes américaines à des niveaux très inférieurs aux chiffres chocs avancés par la FIFA. Son analyse a conclu que les gains en PIB et en emploi seraient, je cite, marginaux et de courte durée, concentrés presque exclusivement dans les loisirs et l'hôtellerie-restauration, et largement compensés par le déplacement du tourisme estival habituel que la logistique et les restrictions de sécurité du tournoi ont fait fuir. Autrement dit, les touristes qui seraient venus dans ces villes pour des vacances d'été normales ne sont pas venus à cause des perturbations. Les supporters de la Coupe du Monde censés les remplacer, et plus encore, ne sont pas arrivés dans les volumes prévus. Le résultat net pourrait être négatif pour certaines villes hôtes. Le Council on Foreign Relations a souligné dans son analyse que le tourisme international vers les États-Unis avait déjà reculé de 6,3% l'année précédente, sous l'effet des restrictions de visa et d'un climat d'application agressive des règles migratoires. Le public qui devait remplir les tribunes, des supporters d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie, correspond précisément au type de voyageur international le plus sensible aux signaux envoyés par le gouvernement américain. Un match en particulier suscite déjà d'importantes frictions diplomatiques, alors même qu'il n'a pas encore été joué. La rencontre de phase de groupe entre l'Égypte et l'Iran, prévue le 26 juin à Seattle, est devenue un point de cristallisation de la dimension LGBTQ du débat sur les droits humains. L'Égypte comme l'Iran criminalisent l'homosexualité dans leur législation nationale. Les deux fédérations de football ont déposé des protestations formelles auprès de la FIFA concernant le choix de Seattle comme ville hôte de ce match, même si la nature exacte de ces protestations n'a pas été entièrement détaillée publiquement. Le comité d'organisation local de Seattle a indiqué qu'il maintenait le programme prévu. Ce qui se passera à Seattle le 26 juin et autour de cette date sera suivi de près par les militants, les diplomates et les médias internationaux. Et puis, il y a la situation de l'entraîneur principal, une histoire qui mérite bien plus d'attention qu'elle n'en a reçu. Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin qui a mené l'équipe nationale masculine des États-Unis à travers les qualifications pour la Coupe du Monde et jusqu'à ce tournoi, aurait conclu un préaccord avec l'AC Milan avant même que le moindre ballon ne soit joué. Selon la Gazzetta dello Sport, information confirmée par ESPN et plusieurs autres médias, Milan aurait donné son accord de principe pour un contrat de 5 millions d'euros par saison, appelé à débuter en août. Le contrat de Pochettino avec US Soccer ne court que jusqu'à la fin du parcours de l'équipe en Coupe du Monde. Et, maintenant que cette campagne est lancée, il dirige simultanément la sélection du pays hôte, pendant que ses représentants finalisent une sortie vers le football de clubs italiens. Pochettino a déclaré publiquement qu'il restait engagé à 100% avec la sélection américaine. Il n'a pas nié que des discussions avec Milan aient eu lieu. Il a dit qu'il serait ouvert à l'idée de rester avec US Soccer au-delà du tournoi si on le lui proposait. Mais la structure de la situation est ce qu'elle est. Le sélectionneur du pays hôte vit les dernières semaines de son contrat pendant qu'un club de Serie A attend de l'autre côté. Sur le terrain, il faut le reconnaître, les résultats n'ont pas reflété le chaos entourant l'équipe. Les États-Unis ont lancé leur campagne mondiale par une victoire 4-1 contre le Paraguay à Los Angeles. Folarin Balogun a inscrit un doublé. Christian Pulisic a été remarquable, contrôlant le match face à une ligne défensive incapable de répondre à sa vitesse et à ses déplacements. Le but à la 7e minute a donné le ton très tôt et le score final a été convaincant. Ce résultat était réellement positif. Les joueurs présents sur cette pelouse ont travaillé toute leur carrière pour atteindre ce moment, et ils ont mérité cette victoire.
Mais le contexte qui entoure ce succès devient presque irréel lorsqu'on prend du recul et qu'on observe l'ensemble. L'équipe des États-Unis a battu le Paraguay par 3 buts d'écart dans un stade entouré de manifestants politiques. 80% des hôtels des villes hôtes étaient non plus vides qu'ils ne l'auraient été lors d'un week-end d'été normal. Leur propre sélectionneur était à quelques jours de finaliser son départ vers le football de club italien. Le boom économique promis à la ville n'était pas arrivé. Ce n'est pas cela l'avantage du terrain. C'est un groupe d'athlètes qui évolue au plus haut niveau, malgré le dysfonctionnement structurel qui l'entoure, et non grâce à un quelconque soutien organisationnel sous ses pieds. L'équipe américaine a ensuite battu l'Australie 2-1 dans le Colorado, Jordan Boss ouvrant le score à la 19e minute avant que les Américains ne renversent la rencontre. 2 victoires en 2 matchs placent les États-Unis en position de force dans leur groupe. Le football a bien lieu. Les résultats arrivent, les joueurs répondent en présent. Mais l'histoire qui se déroule dans les hôtels, aux frontières, dans les manifestations politiques, sur le marché de la revente et dans les protestations diplomatiques autour des prochains matchs suit une trajectoire complètement différente. Et c'est l'histoire la plus bruyante de ce tournoi jusqu'à présent. Les prédictions formulées dans des couvertures précédentes, hôtels vides, sous-performance économique, barrières migratoires réduisant la présence internationale, tensions politiques se matérialisant autour des périmètres des stades, ne sont plus des prédictions. Ce sont désormais des faits visibles à l'image, rapportés par les médias internationaux, confirmés par les données du secteur hôtelier et documentés par des organisations de défense des droits humains. L'impact économique de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis est désormais largement estimé à moins de la moitié du chiffre initial de 30 milliards de dollars mis en avant par la FIFA. La fréquentation internationale devrait probablement être inférieure d'au moins 20% à la prévision d'1 240 000 visiteurs. Le secteur hôtelier dans plusieurs villes hôtes est en passe d'enregistrer une perte nette par rapport à ce qu'un été normal aurait généré. Oxford Economics a qualifié les gains de marginaux. Deutsche Bank a estimé que l'impact sur le PIB serait presque invisible en termes macroéconomiques. De son côté, la FIFA continue d'afficher un optimisme officiel. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, présent lors des premiers matchs, notamment à Guadalajara, où les sièges vides ont ravivé les interrogations, a décrit le tournoi comme un succès en cours. Les communications officielles de la FIFA mettent en avant les audiences télévisées, les projections de public mondial et la dimension historique du format élargi à 48 équipes. L'écart entre le discours public de l'organisation et la réalité de terrain rapportée depuis les villes hôtes est considérable et ne cesse de s'accroître. La dimension géopolitique de ce tournoi dépasse également les frontières américaines. L'organisation à 3 pays, États-Unis, Canada et Mexique, était en soi une déclaration politique, une tentative d'utiliser la Coupe du Monde comme démonstration de partenariat nord-américain. Mais les relations entre les 3 pays se sont compliquées depuis l'attribution de la candidature. Tensions commerciales, différends tarifaires et évolutions diplomatiques entre Washington et Ottawa, comme entre Washington et Mexico, ont créé des frictions en arrière-plan de ce qui devait être une célébration trinationale fluide du beau jeu. Les supporters qui passent d'un pays hôte à l'autre affrontent un casse-tête logistique sans précédent dans l'histoire de la Coupe du Monde. Un supporter qui suit son équipe depuis un match de phase de groupe au Mexique jusqu'à un 8e de finale dans une ville américaine, puis éventuellement jusqu'à un quart de finale au Canada, se retrouve face à 3 procédures migratoires distinctes, 3 environnements de sécurité différents et 3 ensembles de règles sur ce qu'il peut apporter, porter et dire dans un stade. Pour les fans issus de pays entretenant des relations complexes avec les autorités migratoires de l'un quelconque des 3 pays hôtes, les obstacles pratiques sont loin d'être négligeables. La situation autour du match de la Pride reflète une tension plus large que la FIFA n'a jamais réussi à résoudre dans l'histoire de l'organisation des grands tournois. Les engagements en matière de droits humains pris par l'organisation au cours du processus de candidature se heurtent structurellement à la réalité des pays qui se qualifient et participant au tournoi. L'Égypte et l'Iran sont tous deux en phase de groupe. Les 2 pays criminalisent les relations entre personnes de même sexe. Leur match est prévu à Seattle, une ville qui compte l'une des communautés LGBTQ les plus visibles et les plus politiquement actives des États-Unis. Le comité d'organisation affirme qu'il maintient le programme. Les fédérations de football ont déposé des protestations. Ce que ces protestations signifieront concrètement, si elles affecteront le comportement des joueurs, les déclarations des équipes ou les protocoles du jour de match, reste à clarifier publiquement avant le 26 juin.
La question plus large que soulève ce tournoi, une question qui façonnera le débat autour des futures Coupes du Monde dans des environnements hôtes proches de l'autoritarisme ou politiquement polarisés, est de savoir si le modèle de la FIFA, consistant à traiter un méga-événement comme une occasion sportive géopolitiquement neutre, reste viable à une époque où la politique arrive aux portes du stade, qu'on l'y invite ou non. Le tournoi vient à peine de commencer. 48 équipes ont encore la majeure partie de leurs matchs devant elles. Les phases à élimination directe n'ont pas débuté. Les données économiques continueront de s'accumuler. Les protestations se poursuivront. Les frictions diplomatiques ne se régleront pas d'elles-mêmes avant le coup de sifflet final en juillet. Ce qui est déjà clair, après moins d'une semaine de compétition, c'est que la Coupe du Monde de la FIFA 2026 n'est pas l'événement qui avait été promis, ni pour l'économie américaine, ni pour les supporters internationaux qui tentent de franchir la frontière des États-Unis, ni pour le secteur hôtelier dans les 11 villes hôtes, ni pour la vision d'un tournoi uni, accueillant et ouvert sur le monde que la FIFA avait vendu à la planète lorsque cette candidature a été approuvée. L'écart entre ce qui avait été promis et ce qui est livré est désormais filmé, documenté et visible pour chacun de ces 6 milliards de téléspectateurs qui regardent depuis chez eux.